Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Très heureux de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Nous accueillons aujourd'hui deux invités. Dans un premier temps, l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne, M. Vincent de Geer, accompagné de Mme Rachel Doucette, qui est directrice de l'Observatoire binational sur la migration, l'environnement, l'éducation et du commerce. Mme Rachel Doucette, comme je l'ai dit, qui est donc la directrice de l'OBMEC, c'est dans le contexte de ce forum qui débute ce matin qu'on accueille ces deux invités. Évidemment, on va parler des élections qui préoccupent au premier plan les auditeurs, en fait, tous les Haïtiens. Madame Doucette, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, Monsieur Théodore, et encore une fois, merci à Métropole, Radio Télémétropole, de nous offrir cette opportunité de parler de l'OBMEC et de cette activité qui commence ce matin. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue, bonjour, très heureux encore une fois de vous accueillir. Bonjour Wendell, très heureux d'être là avec vous ce matin, avec tous les auditeurs et tous les téléspectateurs pour aborder tous ces sujets importants qui concernent à la fois toute l'île finalement, puisqu'on parle de la relation binationale, mais on va parler aussi, je pense, des élections qui vont se dérouler à Haïti et qui intéressent, je suis sûr, aussi les voisins. Les voisins, tout à fait. Surtout l'implication de l'Union européenne qui, dans un premier temps, avait pris ses distances par rapport à ces élections et finalement, à la suite du passage de l'ouragan, Mathieu a décidé de se mêler de la partie en offrant et en mettant à la disposition du gouvernement haïtien un certain montant X pour la réalisation de ces élections. Mais on va y arriver, on va en parler. D'abord, parlons de cette activité qui constitue, selon les organisateurs, un événement majeur aujourd'hui en Haïti. Il s'agit de ce forum et, à tout seigneur, à tout honneur, c'est la directrice qui va nous en parler. On parle du forum de l'OBMEC. L'OBMEC, c'est l'Observatoire binational sur la migration, l'environnement, l'éducation et le commerce. Ça va commencer dans un instant aujourd'hui. Ça commence dans un instant. Dans un instant. Pourquoi c'est un événement? C'est un événement important. Rappelez-vous, M. Théodore, il y a à peu près 2 mois de cela, au mois d'août, vous avez fait l'honneur à l'OBMEC de recevoir ici sur ce plateau. C'était à l'occasion du premier forum binational qui allait avoir lieu en République dominicaine. Et cette fois-ci, c'est en Haïti. L'objectif est le même, c'est faire connaître aux deux sociétés les travaux de l'OBMEC, l'existence de cette institution. Beaucoup de gens ne sont pas au courant que cet observatoire existe et qu'il travaille sur ces 4 thématiques qui sont absolument cruciales pour le devenir de cette île. Migration, éducation, environnement, commerce, ce sont des thèmes qu'on ne peut pas ignorer quand on pense non seulement au développement de chacun des pays, mais aussi à l'avenir commun de ces deux pays. Est-ce qu'on peut parler de suivi? C'est une forme de suivi au premier forum ou bien c'était déjà prévu? C'était déjà prévu dans le plan d'activité de l'OBMEC, mais évidemment, cela va faire écho au premier forum, parce qu'au premier forum en République dominicaine, les chercheurs ont présenté leurs travaux à cette époque, à l'État, au mois d'août. Entre-temps, les choses ont évolué, il y a des éléments nouveaux, il y a des données nouvelles, ils vont présenter ce qui est aussi, ils sont en train de continuer à investiguer, qu'ils pourront ajouter à ce qui avait déjà été partagé avec la société dominicaine. Vous attendez beaucoup de personnalités de la République voisine? Oui, nous aurons l'honneur de recevoir des hautes personnalités de la République dominicaine, des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la commission mixte. Comme vous savez, on en avait parlé la fois dernière. L'OBMEC travaille en étroite collaboration avec la commission mixte des deux pays, avec les secrétariats techniques de la commission mixte des deux pays. Et ils sont, on pourrait dire, nos commanditaires, et avec l'appui de l'Union européenne, il faut bien le souligner, qui nous accompagne déjà pas mal d'années. Et c'est la question que je m'apprêtais à poser à monsieur l'ambassadeur Vincent de Geer. Qu'est-ce que l'Union européenne est venue chercher dans cette affaire? L'Union européenne, entre les deux républiques, quel est le rôle? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les responsabilités de l'UE dans cette activité?
Je dirais que l'Union européenne, si vous voulez, c'est un peu dans nos gènes de favoriser le dialogue et la concertation entre les peuples et entre notamment les voisins. C'est ce qu'on a fait chez nous d'ailleurs dans l'Union européenne. Traditionnellement, on parle de réconciliation franco-allemande qui a été le point de départ, on va dire, du processus d'intégration européenne. Donc, il fallait arrêter la guerre, arrêter les conflits, arrêter les rivalités réciproques et essayer de travailler ensemble. Donc, c'est un petit peu dans le même esprit qu'on essaye d'exporter ce savoir-faire, si je puis dire, à travers le monde. Et bien sûr, ici aussi, sur l'île d'Hispaniola, on va dire, entre la République dominicaine et Haïti, c'est essayer de voir, non pas de cacher les problèmes. Il y a des problèmes qui sont là, il faut les analyser, il faut les objectiver, il faut les connaître. Mais ensuite, c'est de dire, avec ces problèmes-là, on doit vivre ensemble. On doit trouver des solutions ensemble. Et comment trouver ces solutions à ces différents problèmes. Et ensuite, comment convaincre les décideurs politiques, évidemment, de prendre les décisions pour favoriser ce vivre ensemble. C'est un peu ça la philosophie qu'on essaie de suivre. Alors, on investit aussi beaucoup d'argent pour accompagner ce processus. On a un programme qui a démarré il y a 4 ans et on a mis 50 millions d'euros sur ce programme. Alors, il y a des infrastructures, des marchés binationaux, des routes rurales, des projets environnementaux sur la frontière qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc, il y a un tas d'actions qui sont en cours, mais aussi, il y a besoin de réflexion. Il y a besoin de réflexion justement pour mieux préparer l'avenir, mieux travailler ensemble. D'abord, favoriser le dialogue. Je crois que c'est la base de tout. Donc, on a supporté la commission mixte binationale tout au long de ces années. Il y a des réunions régulières qui ont lieu. Et c'est important que les administratifs de chaque côté se rencontrent, qu'ils puissent dialoguer, qu'ils puissent discuter, se voir et se confronter leurs expériences et leurs expertises. Et ensuite, c'est important aussi que les universitaires travaillent. Donc là, on a le MEC, justement, c'est 7 universités avec leurs chercheurs qui travaillent ensemble sur des thématiques et qui vont nous apporter leur vision, leur éclairage et, j'espère, leurs suggestions sur la manière d'améliorer les choses et de mieux travailler ensemble. Puisqu'il y a 2 mois, vous étiez chez les voisins en République dominicaine, toujours dans le cadre d'un atelier de réflexion, si vous acceptez que j'utilise le terme réflexion. Et là, vous serez aujourd'hui en Haïti, vous êtes en Haïti aujourd'hui pour reprendre à peu près la même activité. Quelles sont vos attentes par rapport aux Haïtiens? Bon, d'abord, faire connaître ce que nous faisons, faire connaître l'existence de l'OMEC, faire connaître l'existence de cette structure. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'écoutais sur une des radiosœurs quelqu'un qui se plaignait, un journaliste de renom qui se plaignait, disait mais il n'y a rien, il n'existe rien en Haïti pour étudier la question de la problématique haïtiano-dominicaine dans les universités, on ne fait rien. Non, on fait des choses, mais on n'a peut-être pas suffisamment fait connaître ce que nous faisons. Donc là, c'est une opportunité justement de partager avec le public les résultats des travaux. À l'OMEC, les chercheurs sont là pour réfléchir ensemble. Et les chercheurs sont haïtiens ou dominicains? Et dominicains. Et dominicains. C'est ça l'originalité. Donc ils sont haïtiens et dominicains. Et dominicains. Okay. C'est ça la spécificité. C'est ça la spécificité et la grande difficulté, je me permets de le souligner, de l'OMEC. Parce que nous avons dit, il nous faut, en tant que chercheurs, en tant qu'universitaires, jeter sur les problématiques des regards croisés. Il n'est pas question d'étudier chacun dans son coin la problématique de son pays, mais à l'OMEC, ce que nous voulons faire, c'est faire ça aussi, mais surtout avoir une approche comparatiste. Donc avoir des regards croisés et regarder ensemble, maintenant, vers des perspectives communes. Oui, mais justement, parlons des perspectives. Est-ce que vous avez des objectifs spécifiques, ne serait-ce que sur le long terme, des objectifs à atteindre dans le cadre des activités de l'OMEC? Dans le cadre de nos activités, nous allons faire des propositions, des recommandations aux commissions mixtes des 2 pays. L'objectif, c'est de servir les sociétés civiles des 2 pays, mais en utilisant le biais de structures qui existent déjà, de structures étatiques qui existent déjà. Donc, nous sommes au service de la société et du gouvernement et de l'État, vous voyez, mais en gardant notre indépendance de chercheurs. Ça, je voudrais bien le souligner. Et comment les activités de l'OMEC peuvent contribuer à l'amélioration des rapports entre les 2 républiques? Bon, quand nous cherchons ensemble des solutions, la première chose, c'est la connaissance. Vous savez que tout le monde, nous sommes bien conscients de cette situation-là. Il y a une sensibilité sur la question de la thématique haïtiano-dominicaine. On a vu récemment tout le tollé qui a été fait à l'occasion du cyclone Mathieu. Je ne veux pas entrer dans ce débat, mais bon, vous savez qu'il existe une sensibilité qui est liée à la pesanteur, j'appelle la pesanteur historique
n'est-ce pas? Deux républiques, tantôt amies, tantôt ennemies, qui ont des relations en dents de scie. Donc, et du côté d'Haïti, jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais une certaine ignorance. Est-ce que c'est délibéré? Est-ce que c'est un manque d'intérêt? Mais bon, il y avait une ignorance de la République dominicaine. Nous vivions le dos tourné à la République dominicaine. Donc la première chose, il faut chercher à se connaître pour se comprendre et avancer ensemble. Parce que nous sommes dans un même espace géographique. Il y a des questions qui nous touchent. Je prends l'environnement, par exemple. Grâce aux travaux de l'OPMEC, les chercheurs dominicains et haïtiens se sont mis ensemble et se sont dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut recommander aux deux États qui serviraient à aborder cette problématique environnementale au bénéfice des populations des deux pays. En particulier, de la zone où ils ont travaillé avec prédilection, qui est la zone frontalière. Eh bien, ils ont proposé de travailler sur des indicateurs de suivi et d'évaluation environnementale pour l'île. C'est très intéressant au point de vue de connaissances, de génération de connaissances scientifiques, vous voyez. Et ça va servir aussi maintenant d'instrument. On va parler ensemble, on va parler un même langage pour définir les réalités et les aborder de manière efficace. Dans les recherches effectuées puis partagées lors du dernier forum tenu en République dominicaine, qu'est-ce qui a été le plus utile en termes de découverte ou encore en termes de recherche ou d'expérience partagée avec les gens qui étaient là? Bon, vous me posez une question, vous me demandez de faire un jugement de Salomon. Je suis vraiment tellement impliquée. Pour moi, les 4 thématiques sont importantes. Et je vais voir avec... Dans les 4 domaines, les recommandations sont importantes. Laissez le bailleur... Non, mais moi je crois que bon, il y a une thématique qui m'a un peu plus interpellé ces derniers temps que d'autres. Non, je pense notamment au commerce. Parce qu'effectivement, quand je suis arrivé comme ambassadeur au mois de septembre dernier, l'année dernière, c'est là qu'on a introduit les 23 fameuses mesures, si vous voulez. Donc, encore une fois, sur cette question-là, c'est important effectivement d'objectiver quels sont les flux commerciaux, comment les choses s'organisent. Voir que Haïti, par exemple, est classé 188e, alors que la République dominicaine est 110e sur Doing Business. Donc ça, c'est les chiffres qui forcément interpellent. On est sur la même île, et on a une situation de disparité extrêmement forte à ce niveau-là. La République dominicaine attire 20 fois plus d'investissements étrangers que Haïti. Encore une fois, on est sur la même île. Pourquoi a-t-on ce type de situation et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette dynamique? Donc c'est ça le genre de choses qui, moi, m'intéressent et me font réagir. On sait aussi que quand on prend le commerce transfrontalier, l'étude nous dit qu'il y a à peu près 70% de ce commerce, si on exclut le textile, qui sont du commerce informel. Alors, est-ce qu'on veut formaliser ce commerce ou pas? Ça ne peut se faire que si les deux États travaillent ensemble. Si on va faire de l'interconnexion entre les douanes, si on va travailler ensemble en tant que douanier sur les différents postes frontières. Donc il y a des tas de choses que l'on peut faire qui sont dans l'intérêt des deux. Parce que les deux, si je prends le dernier exemple sur le commerce informel, les deux États perdent de la taxation fiscale, évidemment, de ce fait-là. Donc là, il y a des intérêts communs qu'on peut mettre en avant et des solutions communes éventuelles pour remédier à ce type de problème. Voilà. Donc c'est dans ce genre de dynamique, si vous voulez, que j'ai envie que l'on puisse vraiment travailler. Sur l'histoire des 23 mesures, on a aussi commandité récemment une étude complète de l'impact de ces mesures qui ont été introduites pour voir est-ce que ça a amélioré les choses ou pas en termes de rentrée fiscale, etc. etc. Donc d'avoir cette analyse qui va nous permettre ensuite de faire une appréciation et de proposer aux politiques, ça sera à eux de décider. Mais au moins ils auront la connaissance, ils auront les faits, l'objectivité, comme je dis, de l'analyse, puisque c'est une analyse qui est commune entre les universitaires des deux côtés de l'île, et qui pourront donc ensuite, en connaissance de cause, prendre, j'espère, les bonnes décisions pour mieux vivre ensemble et mieux travailler ensemble. Et sur ce point-là du commerce, je voudrais souligner que l'approche qui a été adoptée pour les chercheurs de l'OPMEC combine à la fois la méthodologie quantitative et qualitative. Donc nous avons vraiment une profondeur dans la description des problèmes et aussi dans les recommandations. Et les chercheurs qui ont travaillé sur ce commerce, entre guillemets, informel, justement ont posé la question de la formalisation, de la bancarisation, de l'accès au crédit, etc., en disant, attention, il ne faut pas oublier les communautés elles-mêmes. Les communautés qui existent et qui vivent
de ce commerce. Donc, comment est-ce que nous allons aborder? Ils ont tous attiré l'attention sur les spécificités de cette région, sur les spécificités de ce type d'activité à la frontière. On ne peut pas y toucher comme ça sans créer, peut-être aggraver le déséquilibre qui existe déjà. Et vous êtes combien de chercheurs au sein de l'OBMEC? Pour chaque thématique, ça dépend. L'environnement rassemble le plus grand nombre de chercheurs et l'environnement à peu près une douzaine. Les autres, disons en gros une quarantaine de chercheurs qui participent, qui travaillent, qui échangent, Haïtiens et dominicains. Et je reviens là-dessus et je vois que ça vous intrigue et vous avez bien raison parce que vous savez, moi je considère que le simple fait d'avoir pu mettre ensemble chercheurs haïtiens et dominicains pour travailler sur des thématiques sensibles. Oui. Ces 4 thématiques sont sensibles. Notamment la migration. Vous voyez, notamment la migration. Mais les autres pas moins. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais elles sont toutes aussi sensibles. Oui, mais il y a de bonnes raisons de croire que la migration peut demeurer un sujet préoccupant pour les chercheurs. Oui, effectivement. OK, l'environnement, ça se comprend, nous sommes sur la même île, nous sommes tous exposés aux aléas de la nature, mais la migration, avec les contentieux qu'on a eus récemment, les problèmes qui jusque-là n'ont pas encore été vidés comme problème, donc on peut comprendre si, au niveau de l'OBMEC, on classe la migration en première position en termes de priorité. Ce n'est pas le cas, madame? Bon, oui, je vous le concède. Effectivement. OK, donc à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, je dirais que l'OBMEC organise ce matin un forum. C'est où encore? C'est à l'hôtel El Rancho. Alors, je voudrais préciser que l'activité va se faire en 2 temps. Dans la matinée, à partir de 10h tout à l'heure, il va y avoir, disons, l'ouverture officielle et les présentations formelles des chercheurs pour le monde académique et pour les officiels, les ministères et l'université en général. C'est plutôt un public ciblé. Mais après, dans l'après-midi, nous allons avoir maintenant une activité portes ouvertes pour le grand public, les étudiants. Nous avons essayé depuis hier, enfin depuis bien avant. En plus du forum, les chercheurs seront là pour répondre aux questions. Pour répondre à toutes les questions du public, ça c'est intéressant. Tous ceux qui veulent savoir, mais qu'est-ce que c'est que l'OBMEC? Et c'est à partir de quelle heure qu'ils seront disponibles? À partir de 2h30 pour le grand public. Okay. Il y aura non seulement les chercheurs de l'OBMEC, mais il y aura un stand consacré à ceux qui nous accompagnent, les bailleurs, la commission mixte, le bon. On est là pour partager avec le public qui ne sait peut-être pas ce que fait le bureau de l'ordonnateur national. C'est quoi la commission mixte haïtienne-dominicaine? Vous espérez combien de gens? Vous voyez? Bon, au matin... Pas un millier quand même. Bon, nous sommes plus modestes que ça. Mais quand même, le matin, nous estimons une centaine. Et dans l'après-midi, nous espérons en avoir 200 à 300. Oui, nous avons contacté les écoles, les bibliothèques, les classes terminales, les universités. Donc voilà, on espère vraiment que le public répondra à l'appel. Voilà, maintenant avec l'ambassadeur de GR, nous allons parler des élections. J'espère que vous serez là pour les élections, Madame Doucette. Et je vais voter. Et vous allez voter. Bon, voilà, c'est pour la nouvelle. Alors, l'Union européenne, de son côté, a participé ou encore contribué à la réalisation de ces élections, non? Non, pas vraiment, parce que, vous le savez, on a contribué au départ, il y a 2 ans, lorsqu'on a monté effectivement ce budget qui avait été prévu pour les élections. Là, nous avons apporté effectivement 5 millions d'euros dans le budget, qu'on a laissé d'ailleurs. Donc, l'argent a été investi pour cette première phase, si je puis dire, des élections l'année dernière. Mais ensuite, comme vous le savez, on a eu une petite divergence de vue sur la suite du processus de ce point de vue-là, puisque nous n'avons jamais été pleinement convaincus de l'aspect de ces soi-disant fraudes massives qui avaient été évoquées. D'ailleurs, je constate qu'on n'a jamais trouvé un fraudeur massif dans cette affaire. Mais bon, jusqu'à présent en tout cas. Et ensuite, on a eu des fraudes massives intelligentes, si je puis dire, parce qu'elles se sont toutes concentrées dans une seule des 4 urnes qui était là, l'urne présidentielle ce jour-là. Donc pour nous, disons, à cause de tout ça, on avait quelques doutes et scepticismes. Donc on a décidé effectivement de retirer notre mission d'observation électorale au mois d'avril dernier. C'est une décision que ma patronne, Mme Mogherini, a prise en connaissance de cause. Par contre,
Ensuite, les autorités nous ont demandé quand même de rester connectés avec le processus, parce qu'on est forcément intéressé à ce que le processus aille à son terme et qu'il y ait des autorités, évidemment, élues et légitimes qui sortent de ce processus. Donc nous avons accepté d'envoyer quand même une mission d'experts électoraux, simplement. Donc ils sont 3 experts électoraux qui suivent ce processus et qui vont nous informer, moi-même, les États membres de l'Union européenne, sur leur analyse de la situation de ce processus électoral. Ils sont là en ce moment, ils seront là s'il y a un deuxième tour aussi pour ce deuxième tour. Mais je dirais que financièrement parlant, on n'est pas investi. Mais ça, vous le savez aussi, puisque de toute façon, le processus, il y a un changement fondamental qui a été apporté, c'est que s'il y a eu cette renationalisation du processus, y compris sur le plan de la gestion et aussi sur le plan financier, puisque c'est le budget de l'État, donc c'est les concitoyens, vous-même, ici, qui payez pour ces élections avec vos impôts, avec votre propre budget. Donc, est-ce que moi, je trouve une très bonne chose, entre nous soit dit, je pense que c'est tout à fait normal et beaucoup plus logique que ce soit les citoyens haïtiens qui eux-mêmes payent pour leurs élections, et j'espère que ça va les motiver pour aller voter en plus. Certains observateurs pensent que l'Union européenne allait par exemple emboîter le pas aux États-Unis, qui dans un premier temps avaient annoncé leur distance également par rapport à ce processus, pour les mêmes raisons que vous avez tantôt évoquées. Oui. Et là, on pensait que l'UE allait emboîter le pas aux États-Unis. Nous, si vous voulez, on a d'autres façons de soutenir l'État haïtien. Je veux dire, on a, comme vous le savez, un appui budgétaire pour la réforme de l'État. Il y a, dans ce contexte-là, au mois de fin de septembre, on a débloqué un financement de 25 millions d'euros. Donc, dans ce contexte, mais c'est pour la réforme de l'État. On a d'autres actions en cours et on a d'autres interventions d'urgence suite à, malheureusement, le drame survenu avec l'ouragan Matthew. Donc là, rien n'est remis en cause, au contraire, on est très solidaire, on investit et on sollicite plus de financement encore. Mais pas pour la partie électorale. Mais vous allez quand même observer ce qui va se passer ce dimanche-là. Vous souhaitez qu'il... Je serai sur le terrain d'ailleurs, si je puis dire. Pour observer bien sûr. Oui, bien sûr. Comme on le fait à chaque fois, on fait ce qu'on appelle une veille diplomatique. Donc, avec des collègues, on se promène dans les différents bureaux de vote. J'ai ma petite carte que m'a donnée le CEP pour justement aller dans les différents bureaux de vote, voir comment les choses se passent concrètement. Et vous souhaitez qu'effectivement ça se passe bien ? Ah ben bien sûr, je crois que c'est... Je dirais même c'est presque indispensable, parce qu'on l'a bien vu. Ces 2 années, c'est 2 années difficiles. On parlait d'investissement étranger tout à l'heure, ou investissement national d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est... S'il n'y a pas eu beaucoup d'investissements ces derniers mois ou ces dernières années, c'est dû en partie, en tout cas, à cette instabilité politique et institutionnelle qu'on a constatée. On a vu aussi, même avec l'ouragan Matthew, quelque part, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'institutions qui peuvent engager l'État sur le long terme. Alors je ne dis pas que l'équipe actuelle ne peut, mais elle n'a pas les moyens, si vous voulez, de le faire, puisque leur horizon temporel est forcément, ils le savent tous, limité. Donc on ne peut pas prendre des engagements à 1 an ou à 2 ans, alors que structurellement parlant, par exemple, si on parle de l'économie haïtienne, il y a des nécessités. Quand on parle de l'environnement, ce n'est pas une affaire de 6 mois ou de 3 mois, c'est une affaire qui est forcément sur le long terme. Donc là, il y a là un vrai besoin. Donc moi, j'invite tous les ressortissants haïtiens, effectivement, à se mobiliser pleinement, je dirais, pour aller voter, pour se doter d'institutions légitimes, qui vont devoir prendre des décisions en termes de réforme qui sont importantes, je crois, pour le pays. Parce que, on parlait tout à l'heure de comparaison, et comparaison n'est pas raison. Hein. Je dis, mais regardez, en République dominicaine, 7% de taux de croissance, 20 fois plus d'investissements étrangers. Je veux dire, il y a quand même des éléments fondamentaux qui sont là, qui interpellent, et qui, j'espère, vont interpeller les nouvelles autorités haïtiennes quand elles seront investies, et les amener à prendre des décisions. Voilà, donc nous on est là pour aider, on est là pour accompagner, ça sera votre décision, mais prenez une décision, c'est ça mon message. Merci beaucoup monsieur l'ambassadeur. Et là, Madame Doucette, dites-nous, parmi les chercheurs, il y en a qui attendent cette élection aussi? Ben, certainement, parmi les haïtiens et dominicains, ils sont tous très intéressés du côté de la République dominicaine, ils observent avec beaucoup d'attention ce qui se passe. Eux aussi d'ailleurs, ils ont certains problèmes au niveau de l'environnement. Hein. Là-bas, il y a des inondations, etc. Mais ça n'empêche qu'ils sont très, très motivés à suivre ce qui se passe en Haïti. Et évidemment, les chercheurs haïtiens, en tant que citoyens, ils vont voter. En quelques mots, vous pouvez nous parler de l'avenir de l'OBMEC?
L'avenir de l'OBMEC. Est-ce que l'OBMEC a un avenir certain? Alors, avant de répondre à cette question-là, laissez-moi vous parler un petit peu du passé, ce qui a précédé l'OBMEC, parce que c'est vrai que l'Union européenne nous accompagne depuis 4 ans avec ses financements, ses techniciens, etc. Mais là, je profite pour souligner que cette initiative ne vient pas de l'Union européenne. C'est une initiative qui a existé avant ces 4 ans-là. C'est une initiative qui est venue d'universitaires haïtiens et dominicains qui se sont mis ensemble et ont dit, mais il y a une nécessité à combler ici. Vous voyez? Et je me profite pour rendre hommage à des gens comme l'ambassadeur Guy Alexandre, les Raphaël Yemindio Yunen, Georges Anglade, enfin, qui ont constitué des binômes, justement, dans des domaines prioritaires, l'histoire, la géographie, etc., qui ont créé une dynamique et qui, petit à petit, s'est poursuivie pour arriver jusqu'à aujourd'hui, ce stade où on en est de ce consortium d'universités qui fonctionne. Et qui fonctionne, monsieur Théodore, et qui fonctionne en binôme, c'est-à-dire qu'ils s'asseyent, qu'ils dialoguent, qu'ils échangent. Parfois on se fâche, parfois on ne se comprend pas, mais on finit toujours avec la rigueur scientifique. Oui, on arrive à avoir un langage commun. Oui. Merci beaucoup, Madame Rachel Doucet. Et vous avez parlé de commanditaires que vous avez souhaité saluer, non? Non? C'est pas vraiment des commanditaires. Nous avons. J'avais mal entendu. Oui, j'ai peut-être pas employé. C'est la commission mixte bilatérale. Quelque part, c'est notre maître d'ouvrage, si vous voulez, quelque part. Mais je préfère ne pas employer un langage d'entreprise pour ce que nous sommes. C'est un consortium d'universités. Nous sommes indépendants, en fait. Et nous revendiquons cette indépendance d'esprit. Merci encore une fois, Madame Rachel Doucet. Je rappelle que vous êtes directrice de l'OBMEC. L'OBMEC, c'est l'Observatoire binational sur la migration, l'environnement, l'éducation et le commerce. Monsieur l'ambassadeur, c'était un plaisir de vous avoir ce matin. Toujours. Et comme attendu, vous avez pour nous apporté quelques précisions relatives à la participation de l'Union européenne aux élections qui vont se dérouler dimanche prochain. Merci d'avoir accepté d'être avec nous à Métropole ce matin et à bientôt. Merci de votre accueil. Voilà. À bientôt. À bientôt, Merci. madame. Merci. Voilà, pour la première partie de l'émission, nous avions reçu à cette rubrique sur le plateau de Métropole l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Vincent Deger, et Mme Rachel Doucet, directrice de l'OBMEC. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.